Est-ce le pire moment pour rentrer sur les marchés? Eh bien, dans cette vidéo, je voudrais vous montrer que si vous vous posez ce genre de questions, vous faites très probablement partie des investisseurs qui vont sous-performer le marché. Et je vais vous le démontrer en partant d'une étude que Morningstar publie tous les ans. C'est une étude qui s'appelle Mind the Gap et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc posez-vous, c'est une vidéo dans la série Apprendre à investir parce que je veux qu'on soit une communauté d'élite en termes politiques, mais je veux également que ceux qui me suivent, qui comprennent que investir, c'est le meilleur moyen de devenir libre, c'est le meilleur moyen d'oser dire les termes, et c'est le meilleur moyen d'améliorer notre condition, eh bien, je veux que si vous avez fait cette démarche de commencer à investir, vous le fassiez bien. Alors, quel est le gap dont on parle? Le gap, c'est-à-dire l'écart. Eh bien, ce que fait Morningstar, c'est qu'il compare les performances des fonds, donc les performances des ETF. Vous voyez, ça, ce sont des fonds. Ce que vous voyez dans mon portefeuille, là, vous voyez le fonds du marché américain, par exemple. Là, vous voyez le Nasdaq, là, vous voyez le monde entier. Et puis, tout un tas d'autres ETF que je finirai par virer. Parce que, en vérité, si j'avais simplement investi dans l'ETF du SP500 depuis le début, j'aurais eu un portefeuille qui a bien mieux performé que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais bref, ce que fait Morningstar dans son étude, c'est qu'il compare différents types de fonds dans lesquels les gens peuvent investir et il compare la performance de ces fonds versus la performance des investisseurs qui investissent dans ces fonds. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand vous achetez un ETF, il va y avoir des moments où vous allez mettre de l'argent dedans, il y a des moments où vous allez sortir, vous allez changer d'avis, vous dire en fait il me faut un ETF des semi-conducteurs parce que tout le monde parle des semi-conducteurs et vous allez investir dans l'ETF des semi-conducteurs. Pour faire ça, vous allez peut-être vendre votre ETF, je sais pas moi, ESG, Green, énergie du futur. Ensuite, vous allez vous dire non, mais en fait, c'est l'IA le gros sujet et vous allez vendre votre ETF de je sais pas quoi pour rentrer dans l'ETF de l'IA. Après, vous allez vous dire l'Inde, c'est le futur et vous allez sortir de votre ETF européen pour rentrer dans l'ETF Inde. Et c'est comme ça qu'alors que vous devriez acheter, ne plus rien faire, oublier votre ETF et remettre de l'argent quand vous en avez pour que ce soit le plus passif possible, vous allez vous retrouver à faire du stock picking avec vos ETF, c'est-à-dire je rentre, je sors parce que j'essaie de timer le marché et parce que je pense qu'il y a un bon moment pour sortir ou un bon moment pour rentrer. Et c'est en faisant ça que Morningstar a calculé que les investisseurs particuliers ont sous-performé au cours de la dernière décennie de 15% les indices. Je donnerai ensuite une idée de ce que ça veut dire de sous-performer de 15% parce que c'est quand même assez dramatique. Mais d'abord, je vous en dis un petit peu plus sur la méthodologie. La manière dont ça marche, c'est que Morningstar a accès au flux entrant et sortant dans les différents indices. Donc c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, on va dire au mois de janvier, dans un fonds donné, vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent positive de 10 millions d'euros. Au mois de février, vous aurez peut-être une sortie d'argent du fonds de peut-être 5 millions, etc. sur l'ensemble de l'année. Et ce que fait Morningstar, c'est qu'il calcule le rendement des 10 millions qui ont été investis en janvier, ensuite le rendement des 5 millions qui sont sortis en février, etc. Il calcule ces rentrées et sorties d'argent, ce qui leur donne une idée du comportement global des investisseurs particuliers, et il compare cette performance d'entrée et de sortie d'argent versus la performance de l'argent s'il était resté tout bêtement dans le fonds, et ça leur permet de conclure que systématiquement les comportements de stock picking, à savoir je pense que c'est un bon moment pour rentrer ou je pense que c'est un bon moment pour sortir parce que ce serait quand même trop bête d'être investi alors que les marchés baissent, le mieux c'est de racheter quand ça a baissé, etc. Ce genre de comportements qu'on pense intelligents sont en fait des comportements bêtes et c'est une des nombreuses études qui le montrent. On va regarder les différentes performances. Si on fait l'ensemble des fonds, vous avez une sous-performance de 1% par an. Donc les investisseurs particuliers abandonnent 1% par an versus tout simplement investir tranquillement dans le fonds et ne plus rien faire. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir au niveau des ETF sectoriels, la différence est encore plus importante parce qu'on a un gap de 2,6%. Pourquoi? Parce que c'est avec les ETF sectoriels que les gens se font carotter par du marketing. Donc le nouveau truc c'est l'IA, donc il faut avoir un ETF dans l'IA. Le nouveau truc c'est les insectes, donc il faut avoir un ETF dans les insectes. Le nouveau truc c'est, je sais pas, l'hydrogène. Le nouveau truc c'est le secteur de l'armement. Donc vous avez régulièrement de nouveaux fonds sectoriels qui apparaissent et les investisseurs ont tendance à surfer sur ces tendances et à avoir
avoir des comportements de rentrée et de sortie qui leur font perdre de l'argent. Et donc si on regarde le marché américain, donc investir dans le marché américain, ça rapporte en moyenne plus de 10% par an, et les gens qui investissent simplement dans un ETF du marché américain sont généralement les gens qui ont compris qu'il fallait pas faire dans l'exotisme, et donc ce sont les investisseurs les plus intelligents du lot, et donc ceux-ci ont une sous-performance un petit peu moins élevée que les gens qui se font hyper par des ETF sectoriels. Alors maintenant, si on se demande combien ça coûte de sous-performer d'1% par an, on pourrait se dire que finalement c'est pas beaucoup, mais évidemment que quand on commence à prendre un petit peu de distance et prendre un petit peu de hauteur, on se rend compte que sur le parcours d'un investisseur, on a perdu beaucoup d'argent. Donc on prend une personne qui investit 10 000 € par mois pendant 10 ans, avec un rendement annuel de 6,3% versus un rendement annuel de 7,3%, elle a abandonné à peu près 10 000 €. Donc sur 10 ans, nos comportements d'investisseurs nous font perdre à peu près 10 000 €. Si on va à 20 ans, ce qui est à peu près la durée de vie d'un investisseur lambda en fait, parce que les gens se réveillent trop tard, ils commencent à investir quand ils ont 30, 35 ans, etc. Et donc ils investissent pendant une vingtaine d'années, et vous aurez perdu quelque chose de l'ordre de 60 000 € parce que vous vous serez dit c'est le moment de rentrer, c'est le moment de sortir, etc. Et donc vous allez sous-performer le fait d'investir bêtement dans un indice. Et si maintenant on dézoome à 25 ans, par exemple vous vous êtes réveillé suffisamment tôt pour commencer à investir, après une durée d'investissement de 25 ans, c'est assez classique, hein. C'est quelqu'un qui se réveille vers 35 ans et qui prend sa retraite vers 60 ans avec ses investissements, et bien cette personne qui aurait investi 1000 € par mois se retrouve avec du 6,3% avec un petit pactole de plus de 700 000 €. Vous avez abandonné 125 000 € parce que vous vous êtes fait avoir et vous vous êtes dit c'est le moment de rentrer, c'est le moment de sortir. Donc avec cette vidéo, c'est une mise en garde parce que peut-être qu'on va rentrer dans une phase où les marchés vont baisser, et quand on rentre dans une phase où les marchés baissent, eh bien les vautours sont de sortie. Vous allez commencer à avoir des discours de gens qui vous disent il faut avoir une stratégie de trading compliquée avec du stop loss, il faut avoir une petite poche de cash sur le côté pour pouvoir renforcer quand ça va baisser. Moi j'ai eu la chance de jamais me faire avoir par cette idée qu'il y avait des bons et des mauvais moments pour investir, et c'est pour ça que j'ai pu commencer à me construire un patrimoine, mais je me serais construit un patrimoine encore beaucoup plus rapidement si j'avais fait quelque chose de beaucoup plus simple, à savoir investir simplement dans cet ETF du SP500 ou cet ETF du monde entier, investir régulièrement en me fichant du reste, et c'est comme ça qu'on peut tirer la meilleure performance de nos investissements. Donc en somme, pour répondre à la question est-ce que c'est le bon moment pour commencer à investir ? Oui, si vous avez une optique de long terme, vous avez intérêt à commencer à investir régulièrement. Ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à mettre, je sais pas moi, 300 balles ce mois-ci, 300 balles le mois suivant. Peut-être qu'après, vous allez vous former pour pouvoir avoir un side business rentable et vous allez pouvoir augmenter ce que vous allez pouvoir investir. Et vous allez continuer à investir en investissant régulièrement. Comme ça, quand les marchés baissent, ça vous permet d'améliorer votre coût moyen d'achat. Quand les marchés montent, ça vous permet de ne pas vous laisser larguer par le marché. Et l'un dans l'autre, ça vous permet de tirer le meilleur de l'investissement. Et l'autre chose qui m'inquiète dans les commentaires, c'est que j'ai des messages du type « Commencer à investir, c'est bien, mais dans quoi investir ? Est-ce que tu pourrais faire une formation pour nous dire comment investir et dans quoi investir ?» Si vous vous posez ce genre de questions, vous risquez de vous faire arnaquer, parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire si tu suis ma méthode, tu vas battre le marché, et c'est le meilleur moyen de sous-performer le marché. Systématiquement, les gens qui pensent être plus intelligents que le marché perdent de l'argent. Donc dans quoi commencer à investir ? Vous investissez dans le marché américain, vous investissez dans le monde entier en fonction de ce que vous voulez faire, sachant que le monde entier et le marché américain c'est grosso modo la même chose, sauf que vous avez un petit peu plus de frais sur le monde entier et un petit peu moins de performance sur le monde entier versus le marché américain, mais moi j'investis quand même dans le monde entier parce que ça me rassure, mais peut-être que c'est simplement un mauvais comportement d'investisseur, mais par ailleurs, ne faites pas ce que je fais, faites vos propres recherches, et si vous faites vos propres recherches, vous devriez arriver à cette conclusion qu'investir bêtement dans un ETF du SP500, eh bien sur le long terme, c'est quelque chose qui permet à notre capital de s'apprécier bien plus rapidement que l'inflation et donc de construire de la richesse. Je vous rappelle comme d'habitude que vous avez sous cette vidéo le lien pour commencer à investir vers ce courtier que j'utilise, et grâce à mon lien affilié, vous aurez un très beau bonus pour commencer à investir. Et votre moi du futur, dans 10 ans, dans 20 ans, si vous avez été capable de passer
outre les fluctuations de court terme, eh bien vous remerciera beaucoup, parce que si vous prenez aujourd'hui cette habitude d'investir régulièrement, vous risquez d'accroître largement votre patrimoine et donc votre qualité de vie. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.